La conversation a été, je pense, très utile. Nous ne nous sommes pas contentés d'écouter. Nous nous sommes entendus. Et j'ai des raisons de croire que la partie américaine a mieux compris notre position. Il y a beaucoup de plaisanteries et il y a eu un désir à un moment donné de venir en Russie. Ils ont été surpris de voir que de nombreux restaurants ouvraient leurs portes à Moscou. Car si vous regardez CNN, tout va mal. Et nous avons dit à quel point tout va bien. La communication a été très positive et humaine et nous nous sommes beaucoup mieux compris. Nous avons discuté du fait, y compris du côté américain, que deux grandes superpuissances ne peuvent pas ne pas communiquer, dialoguer, se comprendre, comme c'était le cas sous le président Biden. En croire tout ce beau monde, Sergueï Girnov, tout s'est parfaitement bien passé. Est-ce que c'est pour ça que Donald Trump semble vouloir accélérer les choses et dire qu'il va probablement rencontrer Vladimir Poutine avant la fin du mois? Ça veut dire dans la semaine prochaine, avant vendredi prochain. D'abord, ça s'est très très bien passé pour eux. Parce que je vous rappelle que Lavrov est sous les sanctions officielles des États-Unis et de l'Europe, que Dmitriev est sous les sanctions, et en fait, là, ils sont reçus en roi, on parle avec eux, donc pour eux, ça s'est très très bien passé. Et vous savez très très bien, vous avez posé la question, mais pourquoi Trump, il agit comme ça? Parce que c'est Trump. Trump, il veut aller très très vite. C'est vrai qu'il a une approche simpliste. Il n'est pas systémique dans la composition. Il va pas vous développer des théories, des structures, etc. Et donc, il veut aller très très loin. D'ailleurs, les Américains ont toujours fait, rappelons-le, effectivement. Tradition américaine. Quitte à se contredire et à contredire même les gens qui sont autour de cette table, parce qu'il y a Rubio qui a dit non, la rencontre de Poutine et de Trump ne va pas se régler la semaine prochaine ni en une semaine. Trump a dit. Et Trump revient, il dit si, je vais rencontrer Poutine. Il a déjà dit en 24 heures, il va installer la paix. Donc ne faisons pas trop attention à ce que dit Trump, parce que demain il changera encore. Mais ça, c'est la méthode Trump. Vous savez, c'est comme sur les Palestiniens. Il a dit les Palestiniens vont partir de Gaza. Il y a les gens autour de Poutine, de Trump qui ont dit oh, vous l'avez pas très très bien compris, ils vont revenir après, c'est provisoire. Et Trump a dit non, moi j'ai bien dit qu'ils doivent quitter le truc. C'est exactement la même chose. Il veut rencontrer Poutine très très rapidement et avoir la conversation avec Poutine. Et le problème aussi, c'est que Poutine va le manipuler comme Staline a manipulé Churchill et Roosevelt. En tout cas, on a un plan qui se met en route, même encore plus rapidement que prévu. Là, on a tous les éléments. Il a poignardé Zelensky en parole en disant il pèse que 4%. Il dit qu'il veut rencontrer Poutine là avant la fin du mois. Donc tout ça avance. Oui, mais le chronomètre a déclenché. Et le slogan du 24 heures, c'est pour ça qu'il veut aller très très vite. Aujourd'hui, il a besoin de résultats très vite pour son opinion publique et pour montrer qu'il a résolu le problème. Mais n'oublions pas qu'avec Trump, le dire, c'est l'avoir fait. J'ai résolu le problème. Il suffit de l'avoir dit et il dit j'ai résolu le problème. Alors qu'en fait, tout maintenant, le diable va se cacher dans les détails pour des mois, vraisemblablement. Plus on avance, on voit qu'il n'y a absolument aucun plan de paix. Il ne sait même pas ni quoi faire, ni où aller. Il agit en parfait promoteur immobilier. Pour lui, c'est on fait un contrat, on fait un deal, on se tape sur les mains, allez, c'est bon. Et là, d'un coup, il a Poutine qui lui évite les choses. Il y a Zelensky qui se rebelle. Donc, il est un peu perdu. Il n'y a absolument aujourd'hui aucun plan de paix. Donc, on va pas. Surtout, son objectif de Trump, c'est quoi? C'est d'arrêter la guerre. Mais excusez-moi, comment elle va faire en Ukraine? Elle va dire quoi? Stop, vous arrêtez de tirer? Ou comment il va pas envoyer les armes? Tout le monde me dit attention. Mais tout a été déjà calculé et prévu. Et surtout, l'Union européenne s'impose justement dans cette aide peut-être manquante. Est-ce que l'Union européenne est prête même à entrer en guerre pour défendre l'Ukraine? Ou est-ce qu'elle n'aura pas ce courage-là? C'est quand même un point très intéressant. Est-ce qu'elle est prête à des accords de défense? Évidemment, ça, vous avez l'air dubitatif. On verra. On en parlera dans quelques instants. Mais en tout cas, pour l'instant, les Russes vont aussi, eux, dans le détail de ce qu'ils sont prêts à faire ou non. Ah oui, on savait que les Russes avaient des exigences. Ils commencent à les lister de plus en plus, notamment Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui dit et qui fait un geste vers l'Ukraine, qui dit alors, toujours pas d'OTAN, toujours pas d'Ukraine dans l'OTAN. En revanche, si l'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne, pourquoi pas? Il s'agit du droit souverain de tout pays. Nous parlons de processus d'intégration politique et économique. Et ici, bien sûr, personne ne peut dicter quoi que ce soit à un pays, et nous ne le ferons pas. Nous avons cependant une approche complètement différente des questions liées à la sécurité et aux liens de l'Ukraine avec les alliances militaires et de sécurité.
Cette approche est complètement différente et vous le savez très bien. Écoutez bien Peskov, hein, il dit dans l'OTAN jamais, mais dans l'UE qu'il fasse... Pourquoi dit-il ça? Ils l'ont dit déjà. Pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est déjà avant? Parce qu'en fait, c'est leur lobby. L'OTAN, oui, on a compris, mais pourquoi l'UE? Pourquoi est-ce qu'il dit pourquoi pas l'UE? Mais parce que, en fait, Peskov, comme beaucoup de gens aujourd'hui, parce que c'est aller à l'instant T, l'UE, pour eux, c'est pas une menace. Ils pensent qu'on est des couilles molles, pour dire les choses telles qu'elles sont. Des quoi? Des couilles molles. Et que donc, on n'est pas capable de se défendre. Et que donc, ça ne les dérange pas que l'Ukraine rentre dedans. Ils ne veulent pas qu'ils rentrent dans l'OTAN parce que c'est fait pour se défendre, mais ça ne les dérange pas qu'ils rentrent dans l'UE. Sauf que c'est pas dramatique. Moi, je suis plus... Non, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, parce qu'il se trouve que, avec un peu de chance, l'UE, avec la façon dont les poussent aujourd'hui les Américains, va peut-être petit à petit comprendre qu'il va falloir se muscler. Donc, de toute façon, si l'Ukraine veut rentrer dans l'UE, qu'elle y rentre. Et c'est déjà une bonne chose. Et il faut qu'elle puisse y rentrer. On lui a promis, et c'est un premier pas. Si les Russes pensent que c'est très bien, eh ben tant pis pour eux. Et tant mieux pour nous. Et on verra comment l'UE se... Mais aujourd'hui, je pense que c'est qu'ils ne craignent pas l'UE. Point. Vous n'êtes pas d'accord, Guillaume Roquette? Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est moi je suis surpris par cette bonne volonté de la Russie. Parce que, souvenez-vous, les tensions entre l'Ukraine et la Russie, elles ont commencé il y a plus de 10 ans, au moment où l'Ukraine a signé avec l'Union européenne des accords de partenariat commercial qui étaient le préambule à une entrée dans l'UE. Et là, Poutine a dit non, ça c'est pas possible. Et il a commencé à faire monter la pression, à déstabiliser le Donbass. Enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais c'est ça l'histoire. Vous avez raison de rappeler ça. Et donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, Peskov, alors on se demandait il y a 2 minutes quelles pouvaient être les contreparties demandé par les États-Unis à la Russie. Est-ce que ça en fait partie? C'est une hypothèse. Peut-on même vous soumettre encore une hypothèse qui réunit un peu les deux, c'est-à-dire est-ce que le plan c'est la neutralité de l'Ukraine? De façon obsessionnelle, les Russes ont cette idée-là, de la même façon qu'après la guerre, il y a eu l'Autriche neutre. L'Autriche a été pendant des décennies une espèce de modèle de on est prospère, on est membre du club de l'Ouest, mais rien de militaire. On est complètement édenté. C'est une obsession, c'est vraiment une obsession. Parce qu'en fait, si vous prenez juste la logique, donc pour Poutine, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est le danger absolu. Oui, ça, on a compris. La Finlande et la Suède, il n'y a aucun problème, ils ne se souviennent jamais, ils ne posent jamais la question. Je ne dis pas que c'est logique. Non, mais c'est ça le truc. Ça veut dire que ça devient obsessionnel. Il y a autre chose aussi. Peut-être la réponse dans cette bonne volonté soudaine de Peskov de dire l'Ukraine peut rentrer dans l'UE. Ils savent très bien qu'il y a Fico et Orban, et que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'Union européenne, parce qu'il y a 2 pays qui vont bloquer ça. Et donc, c'est ça aussi le truc, parce que la décision doit être prise à l'unanimité, et s'il y a 2 pays qui peuvent le bloquer, c'est raté. Non, mais je pense que quand Peskov parle du fait que la Russie l'Ukraine peut rentrer dans l'Union européenne, c'est uniquement une manière de marquer son mépris absolu. C'est cette petite entité dont tout le monde se fiche. Alors que, comme l'a très bien rappelé Guillaume Roquette, c'est totalement faux. C'est-à-dire que c'était une obsession, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est ce qui a déclenché les événements de Maïdan, puis l'annexion de la Crimée. Poutine ne supportait pas que l'Ukraine se rapproche et veuille se rapprocher de l'Union européenne et signe un partenariat avec l'Union européenne. Il me semble qu'en 2002, Vladimir Poutine, du côté de 2002, avait dit « Je n'ai aucun problème pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN ». Ah oui, mais c'était un autre Vladimir Poutine. Ils ont déjà dit beaucoup de choses. L'OTAN est une rhétorique inventée sur le tard par Vladimir Poutine. L'obsession des Russes pour l'OTAN. Regardez la carte. L'évolution de 91 à 2025, même de 82, pendant la guerre froide à aujourd'hui. Les peuples souverains qui ont voulu entrer dans l'OTAN, évidemment, se sont ralliés. Il y a l'expression fameuse, ils sont allés au poste de commissariat le plus proche, parce qu'ils sentaient que le danger était derrière eux. Bon, pour les Russes, c'est l'obsession. Est-ce que Trump, en fait, s'est rallié, là encore, à la position russe? Est-ce que Trump considère qu'il ne faut pas trop provoquer la Russie? Oui, il l'a dit depuis le départ. En fait, l'air de rien, on peut penser ce qu'on veut de Trump, il est assez cohérent. Il est pro-russe. Il a toujours dit que c'était parce que l'OTAN et que c'était de la faute de Biden. C'est parce que, en fait, il a repris tout le narratif pro-russe qu'on entend régulièrement. Bon, avec lequel je suis pas d'accord, mais on l'a même eu sur ce plateau. Je me permets de vous rappeler qu'une partie importante du Quai d'Orsay
Oui. À mi-voix ou à haute voix, pense ça. Une partie des militaires, une partie de la classe politique. On a ce débat depuis 3 ans. Donc, ce qui montre l'efficacité de la propagande. Je me rappelle le 25 février 2022, téléphone avec un général français par charité chrétienne, je ne citerai pas son nom, qui me dit, oh là là, bon, les Russes, au fond, on n'a jamais été leur ennemi. Nos ennemis historiques, c'est les Anglais et les Allemands. Les Russes ne sont pas nos ennemis. Il y a une partie de l'armée française qui pense ça. Oui, mais historiquement, non, ce ne sont pas nos ennemis. On n'a rien contre le peuple russe en soi, je veux dire. Napoléon, on n'a rien contre aucun peuple en soi. C'est pas historique. Il y a eu, au 19e siècle, il y a eu les guerres napoléoniennes, d'accord, il y a eu Sébastopol du côté de 1853, machin, mais historiquement, les Russes ne sont pas les ennemis de la France. Ils étaient un peu trop loin. S'ils avaient été voisins, ça aurait été nos ennemis. Enfin, traditionnellement, c'est ton voisin l'ennemi. Voilà, exactement. Parce qu'il est à côté. Donc ça, c'est assez vrai, mais il ne faut pas être naïf pour expliquer que c'était pas nos voisins, c'est pas nos ennemis historiquement, donc il faut être gentil avec eux. Je veux dire, à partir du moment où on a Staline en face de soi, où on a Vladimir Poutine, là, ça peut pas être nos amis complètement. Et là, les Américains sont nos amis, et puis on se méfie de Donald Trump. Donc on a un vrai problème, je dirais, systémique des deux côtés en ce moment. Et aujourd'hui, quand on voit la position que prend Trump, notamment, je me demande combien de temps encore les Européens vont penser que les États-Unis sont leurs amis, ou notamment les Français vont considérer les Américains comme amis. Parce que vu la situation, à quel point elle change, parce que je ne serais même pas étonnée. Soyons honnêtes à la poésie. Dans l'armée française, il y a aussi beaucoup d'anti-américanisme. Ça, au moins, ils sont généreux. Vous savez, moi, je fais l'IHEDN. Vous savez tout ce que c'est. Je suis auditrice de l'IHEDN et je sais à quel point j'ai affronté la haine des différents de mes camarades, entre guillemets, de promotion et d'autres, et qui continuent encore m'insulter joyeusement, parce qu'ils sont complètement pour la Russie, la grande Russie, et l'Ukraine, c'est un petit pays qui doit se rendre. Donc vraiment, je pense que le verre est déjà dans la paume, et c'est aussi l'efficacité de cette propagande russe qui travaille depuis des années et des années les mentalités, notamment en France. Et tradition française. Le général de Gaulle envoie le régiment Normandie-Niemen unique à l'ouest. C'est le seul pays d'Europe occidentale qui s'est fait compagnon de combat. C'est encore autre chose. On vient d'ailleurs de perdre un de ses grands anciens, qui était un de nos derniers plus grands décorés de la bataille de 39-45. Et bien sûr qu'on respecte ça, parce que ils ont participé au combat pour la libération de l'Europe. C'est pas ça le sujet aujourd'hui. Notre problème, c'est Poutine, encore une fois. Et de la même manière que il y a la propagande qui touche la France et qui touche d'autres pays européens, et donc à laquelle notre société est perméable, touche aussi l'Ukraine, et tu le sais parfaitement. Il y a malheureusement une propagande pro-russe en Ukraine, des partis pro-russes. Chirac, ami de la Russie, c'était pas l'effet de la propagande pro-russe. Il était ami de la Russie. Il a décoré Poutine. C'était pas tout à fait la même. Rappelez-vous quand les bombes russes, soviétiques écrasaient Grozny. Jacques Chirac disait non, mais c'est la grande Russie, les Tchétchènes, on s'en occupe pas. C'est exactement ce que Trump fait aujourd'hui. Il a quand même fait accepter. Vous pouvez continuer la liste des présidents de la République. Nicolas Sarkozy aussi. Je me souviens que c'était une interview qu'il avait donnée au Figaro Magazine qui avait fait grand bruit à l'époque. C'était à l'été 2022 ou même peut-être même 23. Il était encore d'accord avec ça. Oui, je crois que c'était 23. L'été 2023 où il nous avait dit mais c'est une folie. Une pure folie de vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. L'Ukraine doit rester neutre. La Russie ne supportera pas que il avait dit l'Ukraine doit être un pont. Exactement. Et je pense que les Ukrainiens ont apprécié le fait de devoir être un pont, d'ailleurs, entre les deux mondes. Et on peut dire qu'il avait de la suite dans les idées, parce qu'en 2008, en compagnie d'ailleurs d'Angela Merkel, il y a un sommet de l'OTAN, je ne sais plus si c'était à Bucarest ou en tout cas dans l'Europe de l'Est, et où je crois que c'est le président Bush à l'époque qui dit bon, il faut faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, et Merkel et Sarkozy disent surtout pas, vous allez réveiller l'ours russe qui va sortir de sa tanière. Et ce courant est en train de reprendre la vigueur. Je rappelle, M. Barrot, ministre des Affaires étrangères, était notre invité il y a 2 jours. On lui demande est-ce qu'il faut entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Il n'est pas extrêmement chaleureux. Il dit on ne peut pas l'exclure. Ce qui n'est pas la manière la plus allante de dire il faut que ça ait lieu. Donc on voit. Mais c'est un peu différent. C'est qu'ils savent que les Américains. Leurs problèmes deviennent les nôtres. Donc vous imaginez que dans les 32 pays, il y en a qui hésitent. Bon, ensuite, quand vous avez des Erdogan. C'est pas très courageux. Attendez, vous dites quand on a un ami, on a envie de ça n'est pas du courage. C'est des différences de vue. Quand vous avez des Trump, des Erdogan, des Fixo dans la troupe, vous n'avez aucune chance aujourd'hui de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN.